Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 22 de Profession Sophrologue. Voilà déjà 5 mois maintenant que nous nous retrouvons toutes les semaines pour un nouvel épisode et j'espère que vous avez plaisir à les suivre tout comme j'ai plaisir à les réaliser. Cette semaine, je voulais partager avec vous 5 questions dérangeantes sur des sujets qui piquent un peu car on a souvent tendance à les éluder ou peu de personnes en parlent quand on parle de la sophrologie et notamment du métier de sophrologue. C'est un petit peu l'envers du décor qu'on n'a pas toujours envie de partager, donc les questions qui grattent et qui piquent un peu. J'ai bien conscience que certains de ces sujets peuvent faire polémique et vous avez tout à fait le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Mais en tout cas, je souhaitais les aborder du point de vue de mon expérience. Si vous avez envie d'en débattre ou s'il y a d'autres sujets qui vous grattent, vous pouvez le faire en me rejoignant sur mon compte Instagram @espace du calme. Votre avis sur ces sujets m'intéresse beaucoup. Alors, c'est parti. La première question qui pique est la suivante. Les sophrologues sont-ils suffisamment formés ? Cette question revient souvent. J'ai encore lu récemment sur un groupe cette question venant d'une sophrologue fraîchement diplômée qui disait « Je cherche une formation plus approfondie ». Ce à quoi une bonne âme de ma connaissance a eu le bon sens de répondre « Plus approfondie que quoi ?» La question est donc, la formation initiale des sophrologues est-elle suffisante pour leur permettre de faire des suivis de particuliers en sortant de l'école ? On va parler bien évidemment de la formation initiale. Il existe aujourd'hui différentes offres et différents formats de formation. Même s'il y a eu un relatif consensus au moment des états généraux de la formation en sophrologie pour dire qu'une formation de sophrologie c'est un volume de 300 heures sur 2 années, l'offre aujourd'hui est beaucoup plus variée que ça. Il est donc légitime de se poser un certain nombre de questions. Faut-il privilégier les formations en présentiel ou en distanciel ? Dans ces dernières, le e-learning, c'est-à-dire le visionnage de modules sous forme de vidéos préenregistrées, est-il concevable ou faut-il uniquement du distanciel mais en direct pour favoriser les interactions ? Autre interrogation, sur combien de temps cette formation doit-elle s'étaler pour permettre aux participants d'intégrer les pratiques au-delà du volume horaire de la formation en elle-même ? Je m'explique. Une formation sur un volume de 200 heures, par exemple, peut être dispensée sur 1 an ou sur quelques mois. Du coup, est-ce que c'est la même chose ? Une personne formée en 200 heures sur 4 mois est-elle aussi opérationnelle et autonome qu'une autre qui se serait formée en 200 heures mais sur 1 année ? Bien sûr, il y a un monde idéal et puis il y a la réalité. Donc les réponses à ces questions sont souvent conditionnées d'abord par des impératifs personnels, dans la mesure où ça peut dépendre des conditions dans lesquelles les aspirants sophrologues ont la possibilité de se former. J'entends bien que certains candidats au métier de sophrologue sont encore salariés et souhaitent effectuer leur formation sur leur temps libre et parfois à la carte en fonction du temps dont ils disposent. Personnellement, je ne pense pas qu'une formation en e-learning, même avec un tutorat, soit suffisante. Et je ne parle même pas d'une formation qui ne serait dispensée que sur quelques jours ou quelques heures parce que ça, on oublie complètement. Je le redis, mais au-delà du pur aspect technique, c'est-à-dire l'apprentissage des différents exercices de relaxation dynamique ou de sophronisation, il est important d'avoir la possibilité de pratiquer au cours de sa formation. Pratiquer au cours de la formation sur le fond. Le minimum est d'avoir vu toutes les techniques, c'est-à-dire que le formateur ait enseigné, transmis toutes les techniques, de les avoir vécues, de les avoir testées sur soi, voire sur les autres. Et puis au cours d'une formation, ce qui compte aussi, ce sont les interactions entre les personnes qui sont en train de se former. Qu'elles puissent avoir des temps pour échanger, s'échanger des techniques, s'échanger aussi leurs doutes, leurs interrogations. Ça fait partie aussi de la construction de la formation du sophrologue.
Alors, même quand on a suivi une formation sur 300 heures par exemple, est-ce que c'est suffisant? Eh bien, ça va dépendre aussi de son expérience, de sa personnalité et puis de son aisance personnelle à accueillir, à écouter, à entendre. Et cela nécessite parfois de développer des soft skills, ces fameuses compétences individuelles personnelles, qui sont vraiment les soft skills du sophrologue. Mais si la plupart des sophrologues sont correctement formés à la sophrologie, ils ne sont pas forcément des professionnels de la relation d'aide, c'est-à-dire de cet exercice en face à face quand on est en cabinet. Et pour ne pas se trouver en difficulté face à la détresse, à la souffrance physique et encore plus à la souffrance psychique, ils doivent aussi apprendre à travailler sur leur posture, mais aussi à développer des réflexes d'accompagnement quand se présentent des situations qui pourraient constituer un risque, voire un danger. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler et je le redis, il me semble indispensable aujourd'hui qu'un sophrologue qui exerce en individuel soit également formé au secourisme et surtout au secourisme en santé mentale, notamment pour sécuriser les échanges. Je ne le dis pas seulement parce que je suis formatrice sur les premiers secours en santé mentale. Je le dis aussi et surtout parce que j'ai été tellement confrontée à des situations déstabilisantes, voire préoccupantes, que je suis rassurée de pouvoir m'appuyer sur des protocoles et de pouvoir me référer à un cadre validé par des professionnels de la santé mentale. La formation initiale, elle est importante, mais attention, elle n'est pas toujours suffisante, elle peut être aussi complétée par de la formation continue. D'ailleurs, quand on est sophrologue, on devrait se former régulièrement tout au long de notre carrière. La question qui pique numéro 2 est la suivante. Avoir un label rend-il ma formation plus crédible? La sophrologie n'est ni un métier du soin, ni un métier de la thérapie, et encore moins une profession dite réglementée au sens strict du terme. Les formations de sophrologie ne sont donc pas sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, ni par un diplôme d'État. Alors, il y a depuis les origines des tentatives de labelliser les formations. J'aimerais parler en premier lieu du RNCP. L'inscription des formations proposées par certaines écoles de sophrologie au registre national des certifications professionnelles, qu'on appelle vulgairement le RNCP, a été à la fois la chance et le malheur de la sophrologie. Le RNCP a été perçu comme une chance, car on pensait que cela allait donner à cette profession une reconnaissance officielle et sans doute un aspect plus légitime ou plus rassurant. Mais le RNCP a été aussi le malheur de la sophrologie car il a attiré vers cette profession des personnes en désir de reconversion et qui n'avaient pas forcément toujours très bien préparé leur projet professionnel. Elle s'était lancée parfois avec beaucoup de rêves ou quelques utopies et parfois qui ont été aussi un peu, il faut le dire, entretenues par les écoles. En particulier, le RNCP ouvrant droit au financement ou au cofinancement de la formation par des fonds publics, il a représenté une véritable ruée vers l'or pour certaines écoles peu scrupuleuses qui se sont mises à former à tour de bras et parfois de manière rapide, sans vraiment respecter les recommandations de la profession en termes de formation. Passé les premiers engouements, la conséquence ne s'est pas fait attendre. France Compétences, qui est l'organisme qui régule et finance la formation en France et régit notamment l'attribution et le renouvellement des certifications professionnelles, n'a finalement renouvelé leur RNCP à aucune des écoles de sophrologie qui en avaient représenté la demande. On peut s'interroger sur les raisons. Je pense que ça n'est pas tant le sérieux ou la qualité des formations dispensées par ces écoles qui ont été remises en cause, mais plutôt le caractère d'employabilité du métier de sophrologue. En effet, France Compétences vérifie régulièrement que les formations dont elle facilite le financement sont à même d'être professionnalisantes et débouchent sur un métier. Depuis janvier 2025, aucune école de sophrologie n'est habilitée à délivrer un titre RNCP. Donc, on se retrouve dans l'état existant avant 2011, c'est-à-dire que les centres de formation délivrent leurs propres attestations de formation ou des titres maison. Un point, c'est tout. Eh bien, on a l'impression que la leçon n'a pas servi et que certains ont encore l'ambition de faire passer des labels pour des reconnaissances officielles du métier, et toujours dans l'idée de rassurer les futurs stagiaires, mais surtout de les attirer en nombre. Deux nouvelles propositions apparaissent. Alors on a vu naître en août 2021 la norme AFNOR NFS 99-805 sur la qualité de service du sophrologue. Alors je prépare un épisode là-dessus parce que cette norme, moi je l'ai achetée pour voir ce qu'il y avait dedans et sans vous révéler la fin, on peut parler d'une tempête dans un verre d'eau.
Et puis on voit passer par-ci par-là, notamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, quelques labels et normes qui se donnent des appellations ronflantes, prétendument officielles, mais qui sont surtout bricolées maison et déposées à l'INPI, histoire de ne pas se faire piquer l'idée. Je ne mets pas de morale là-dessus, chacun fait ce qu'il veut avec le développement de son activité. Mais la vraie question à se poser, c'est plutôt d'où vient ce besoin de s'acheter une légitimité. Si vous avez besoin d'avoir un cachet ou un tampon tricolore sur votre diplôme pour attester de la qualité de votre formation, mais surtout pour renforcer votre légitimité en tant que sophrologue, il n'y a que vous que ça rassure. Peu de sophrologues affichent leur diplôme dans leur cabinet ou dans leur salle d'attente. La raison en est simple, les clients s'en moquent la plupart du temps. La plupart du temps, leur notoriété se fait sur leur réputation de sérieux, sur leur expérience, sur le bouche à oreille. D'ailleurs, ceux qui ne font pas correctement ce métier n'y restent jamais très longtemps. Nos clients sont nos meilleurs labels. Alors ne courez pas après un label, faites une formation sérieuse et renforcez votre expérience. Troisième question qui pique, y a-t-il trop de sophrologues ? C'est assez difficile d'avoir des chiffres exacts ou même précis sur le nombre de sophrologues en France. Alors en fonction des organismes professionnels ou des différents sites internet d'écoles, on lit parfois qu'il y a 10 000 sophrologues en France, voire 20 000. Mais combien sont réellement installés en tant que tels ? Au passage, une école de sophrologie a affirmé avoir formé 6 000 sophrologues en 10 ans. Le constat qu'il y aurait trop de sophrologues en France est en lien avec la question qui pique numéro 2. Le RNCP, la certification des écoles, a été un aspirateur des fonds publics de la formation pour former massivement des sophrologues, mais à présent que ceux-ci sont sur le marché, comment vont-ils développer leur activité et le marché est-il saturé ? Si je prends l'exemple de la ville où moi je suis installée, à Boulogne-Billancourt, il y avait 14 sophrologues il y a 20 ans. Il y en avait une trentaine avant le Covid, et je viens de découvrir au dernier recensement que nous sommes 41. Donc 41 pour une ville de 120 000 habitants et à peu près 80 000 salariés qui viennent tous les jours travailler à Boulogne-Billancourt. Donc on est sur un bassin de population de 200 000 personnes. Pour nos jeunes collègues qui réfléchissent à leur installation, cette perspective, elle peut être totalement décourageante. Où s'installer et surtout comment ? Comment construire une crédibilité et une clientèle dans un marché qui apparaît déjà saturé ? Alors, au risque de déplaire, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a effectivement trop de sophrologues. Je pense que dans l'état du marché actuel, l'offre est beaucoup trop importante par rapport à la demande potentielle. Ça n'est pas une critique, c'est un constat. D'autant plus dans un contexte économique qui amène nos concitoyens à y réfléchir à plusieurs fois avant de consulter un praticien dont les prestations ne sont pas forcément remboursées, et encore plus si leur état de santé fait qu'ils en voient plusieurs. Mais le fait qu'il y ait déjà beaucoup de sophrologues ne doit pas empêcher de tenter quand même l'aventure. Et cela nécessite de respecter un impératif, c'est-à-dire de bien préparer son projet, notamment sur le plan économique, et de réfléchir à son installation, à son implantation, ou éventuellement à son changement de région si ça doit être le cas. J'ai peur de vous dire que personne n'attend après vous et qu'il va vous falloir faire votre trou si ce n'est votre place au soleil en utilisant des moyens professionnels et soutenus pour vous développer et vous faire connaître et surtout pas en attendant que ça vienne tout seul. Quatrième question qui pique, peut-on vivre de la sophrologie ? Bon, je pense que cette question, elle revient très régulièrement, à la fois sur les forums de sophrologues, dans les formations et dans les supervisions avec les sophrologues que j'accompagne. Bien évidemment, cette question qui pique, elle est en lien à nouveau avec la précédente. S'il y a déjà trop de sophrologues, comment tirer son épingle du jeu ? Je vais me référer à nouveau à l'enquête annuelle de Sabine Pernet. J'en ai parlé dans l'épisode 8, mais j'y reviens. Sabine est une de nos consoeurs qui est installée près de Béthune dans le Pas-de-Calais et qui est sophrologue depuis fort longtemps. Dans la dernière étude qu'elle a menée fin 2024 et qui a été complétée par plusieurs centaines de praticiens, on relève que la plupart des sophrologues ayant répondu ont un revenu inférieur ou égal au SMIC. Concrètement, seuls 30% des sophrologues déclaraient se dégager un revenu supérieur au SMIC annuel brut, c'est-à-dire environ 21 000 € par an, soit environ 1 700 € net par mois. Cette question, Sabine l'a déjà reprise à son compte sur son blog avec un constat primitif simple « De combien avez-vous besoin pour vivre ?» Alors plutôt que de refaire cette question, je vous mets le lien vers l'article du blog de Sabine Pernet en description de cet épisode.
Alors oui, on peut vivre de la sophrologie si on construit un modèle économique équilibré et adaptable. Équilibré parce qu'il suppose de varier les sources de ses revenus. De l'expérience que j'en ai, associée à celle des sophrologues que je connais, personne ne peut vivre correctement en ayant une activité exclusivement en cabinet. En revanche, on peut développer une activité viable, agréable et épanouissante en adjoignant à la sophrologie des pratiques proches comme l'hypnose ou la méditation, ou en variant ses modes d'intervention, en individuel, en collectif, dans des structures. Donc on va équilibrer forcément plutôt sur plusieurs sources de revenus. Et puis il faut aussi que ce modèle économique soit adaptable, c'est-à-dire qu'il faut conserver un œil sur son marché, son bassin économique, les tendances, pour anticiper les changements d'habitude, l'émergence de besoins nouveaux ou bien les types d'interventions qui ne seraient plus opportuns. Alors je constate par exemple que le classique cours collectif en entreprise à raison d'1 heure sur l'heure du déjeuner, c'est une prestation qui n'est plus tellement demandée. Aujourd'hui, les entreprises sont en demande d'autre chose. D'où la nécessité d'avoir toujours un œil sur ce qui se passe et de pouvoir s'adapter. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime toujours ce métier et pour lesquelles j'arrive toujours à le pratiquer au bout de 20 ans, c'est que j'ai adapté mon offre au fur et à mesure des variations des demandes et du marché. Rien n'est figé quand on est sophrologue, on doit être agile et flexible, tout comme le sont les entreprises et leurs collaborateurs. Sur ce sujet plus précisément, je vous renvoie à l'épisode numéro 20 du podcast sur les 5 manières de pratiquer la sophrologie. Vous pouvez aussi accéder au workshop spécialement consacré au modèle économique, en sachant que le modèle économique est vraiment individuel et personnalisé pour chaque sophrologue. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description de cet épisode. Et la 5e et dernière question qui pique, c'est: la sophrologie est-elle encore une profession exclusive? Alors, quand on cumule ces questions qui piquent, la dernière qui vient naturellement à l'esprit, c'est: est-ce qu'aujourd'hui, on peut être 100% sophrologue 100% du temps? Selon moi, mais je peux me tromper, c'est sans doute le basculement vers lequel on va. Certes, cette réponse, elle est variable d'une personne et d'une situation à l'autre. Mais le profil de la personne qui se lance de but en blanc dans la sophrologie pour en faire son métier à temps complet devient un peu plus rare. Pour supporter la pression financière d'une période de lancement, nombreux sont ceux qui conservent un métier initial à temps partiel ou prennent un job alimentaire pour assurer le quotidien. Je vois aussi de plus en plus de personnes qui ont déjà une profession et qui se forment et ajoutent la sophrologie comme une compétence, une approche supplémentaire avec leurs patients ou leurs clients. Je pense tout naturellement dans les métiers du soin, aux infirmières ou aux sages-femmes. Je pense aux psychologues ou aux coachs qui ont envie d'adjoindre des outils concrets à leurs accompagnements. Si je devais résumer cet épisode, avec toutes ces questions qui piquent et qui dérangent un peu, je dirais que malgré tout, s'incarner dans un métier comme celui de sophrologue et développer son activité n'est pas qu'une question de formation, d'agrément ou de normes. C'est avoir une pratique alignée avec ses valeurs, une vision claire, élaborer un projet cohérent et être conscient qu'on s'insère dans un marché déjà saturé dans lequel il va falloir adopter aussi une position d'entrepreneur agile. Voilà pour cette semaine. Alors en mai, le prochain workshop sera consacré au lancement d'un cours collectif. Ce sera le jeudi 22 mai de 12h30 à 14h et ce workshop il est accessible en direct ou en replay dès le lendemain. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode un peu plus tard dans l'année, vous y avez accès, vous pouvez le commander à n'importe quel moment et y avoir accès immédiatement. Si vous avez le projet de lancer votre propre cours, ce qui au passage est un moyen de développer votre activité de manière pérenne, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le noter ou même à le partager pour le faire connaître autour de vous. Je vous souhaite une bonne et peut-être courte semaine et je vous dis à très bientôt.